I have a dream. Cette expression de Martin Luther King a façonné Nelly Chatou Diop et l'a fait revenir dans son pays d'origine pour rentrer dans l'histoire. Évoluer dans un milieu masculin n'est pas toujours chose facile pour une femme. Elle s'attaque à l'intelligence artificielle au Cameroun. Suivez-moi à sa rencontre. Nelly Chatou Diop, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. Et après l'obtention de mon bac, je suis allée en France pour poursuivre des études d'ingénieur en informatique. Parce que les maths, la physique, ça a toujours été mon dada et je savais que j'allais m'épanouir dans une carrière scientifique. Et depuis le mois d'août 2020, j'ai décidé de revenir en Afrique, au Cameroun, pour me concentrer à temps plein sur ma start-up dans le domaine de la FinTech, Idjara. Bonjour Nelly. Bonjour Ghislaine et bienvenue chez nous à Idjara. Merci, comment allez-vous? Super. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Écoutez, Nelly Chatou Diop, je suis née et j'ai grandi ici à Douala. Et après l'obtention de mon bac, je suis allée en France pour poursuivre des études d'ingénieur en informatique. Parce que les maths, la physique, ça a toujours été mon dada et je savais que j'allais m'épanouir dans une carrière scientifique. Donc j'ai exercé en tant que telle pendant 3-4 ans. Et après, je me suis dit, c'est bien de faire des projets technologiques, mais c'est encore mieux de pouvoir les réaliser quand il y a un sujet business à valeur ajoutée dont le sujet technologique est finalement bon additif, mais c'est pas la finalité. Et c'est pour ça que j'ai fait un MBA à HEC Paris et London Business School. Et après ça, j'ai eu une carrière où les 10 dernières années, j'étais au comité exécutif de plusieurs multinationales, le groupe Casino que tout le monde connaît, le groupe d'Artifnac et plus récemment dans le groupe BetClick où j'étais Chief Data Officer. Et depuis le mois d'août 2020, j'ai décidé de revenir en Afrique, au Cameroun, pour me concentrer à temps plein sur ma start-up dans le domaine de la FinTech, Idjara. Et du coup, Idjara, que signifie Idjara et quel est le cœur de métier de votre entreprise? En fait, Idjara a beaucoup de significations dans différents langages. Idjara, c'est le lion en bambara, d'où le logo un peu qui est lion. Ça me faisait un peu un clin d'œil au lion indomptable, le lion de la Teranga. Le lion, c'est un animal noble en Afrique, c'est le roi de la jungle. L'idée pour moi, c'était le I pour e-commerce, digital. Et le Idjara, c'était pour dire, on a beau être une entreprise fondée et créée en Afrique et mise en œuvre par des Africains, mais on a des ambitions autrement qu'en Afrique et on va y arriver parce que le lion, c'est noble, c'est un roi de la jungle. Donc Idjara fait quoi au quotidien? Idjara s'appuie sur les technologies de la blockchain et demain de l'intelligence artificielle pour démocratiser les accès à des investissements et à de l'épargne pour le plus grand nombre. Si aujourd'hui, quand on est une classe moyenne en France, à Shanghai, à Jakarta ou aux États-Unis, on peut décider de diversifier son épargne en achetant des actions, en achetant des métaux précieux, en achetant des crypto-monnaies et pas les crypto-scams qu'on a un peu partout, les vrais Bitcoin, Ethereum qui sont reconnus mondialement. Donc l'idée pour nous, c'était de dire comment est-ce qu'avec des partenariats qu'on a pu établir, on peut proposer pour 15 000 francs, d'acheter pour 15 000 francs d'actions Facebook, d'actions Google à des Camerounais, des Africains, parce qu'Idjara n'est pas que présent au Cameroun, hein, on est dans l'Afrique francophone, ou alors pour 10 000 francs CFA de Bitcoin ou Ethereum. Donc voilà, c'est un peu le prémisse. Qu'est-ce qui a motivé votre retour au Cameroun? En fait, je pense que c'est un très lent processus. Souvent, on a l'impression quand je reviens en arrière que c'était du jour au lendemain, mais ça a été un long processus déjà de trouver une façon de répondre à une problématique qui me tenait à cœur, à savoir l'accès à des solutions efficientes de services financiers en Afrique, la rencontre d'une technologie qui permettait de répondre à cette problématique, la blockchain, et aussi dans une certaine mesure l'intelligence artificielle. Et puis finalement, cette lassitude que je pense qu'on a tous, nous membres de la diaspora, quand on est en Europe, on se rend
rendre compte à un moment donné qu'on n'est pas chez nous. Il y a un plafond de verre qui s'installe. J'ai eu beau faire la très belle carrière que j'ai faite, je me rendais bien compte qu'il fallait que je travaille 10 fois plus pour avoir ce que mes pères masculins, hommes blancs, de plus de 50 ans, parce que dans les comités exécutifs, c'est plutôt aussi des personnes plus âgées, avaient. Donc moi, j'étais une femme jeune, noire, je combinais beaucoup d'handicaps. Et j'aime à dire que je porte des lunettes aussi, donc c'était un 4e handicap. Et, comment cette idée de retour a été accueillie par votre entourage? Je dirais il y a deux pôles de réaction. Il y a l'entourage qui est basé au Cameroun, en Afrique, les parents, les amis qui se disent elle est folle, et cette réaction vient de la peur en fait, la peur d'une réalité qu'ils pensent connaître mieux que nous qui sommes à l'extérieur. Et comme ils sont restés sur place, ils ont l'impression que le pays n'avance pas, que c'est toujours les mêmes problématiques, que peut-être c'est l'enfer sur terre. Et les réactions côté extérieur de mes amis français, américains qui se disent « mais pourtant t'es promise à une super carrière ici, qu'est-ce que tu vas t'enfermer dans un trou ?» Et tous ceux qui ont pris la peine de chercher un peu, de faire des recherches sur le Cameroun disent « mais il y a la guerre, qu'est-ce que tu vas y faire ?» Et je dis « mais il n'y a pas la guerre partout, c'est des êtres humains qui y vivent, je suis un être humain comme eux. » Donc je vais pouvoir, donc beaucoup de peur, l'appréhension du risque. Je pense aussi dans la connaissance de ce qu'ils ont que je perdais comme opportunité et de ce qu'ils appréhendent de moins sur ce que je pouvais y gagner. Très bien. Le marché africain est-il adapté pour l'intelligence artificielle? Je pense que, déjà, définissons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, globalement, c'est du code informatique qu'on implémente dans des machines et qui font que la machine apprenne petit à petit à réagir comme un être humain. Évidemment, l'être humain est toujours supérieur, mais la machine, sur des tâches répétitives, à plus ou moins forte valeur ajoutée, peut apprendre au fur et à mesure toute seule et répondre à des problématiques. C'est vrai que là, il y a un gros challenge. Il y a un premier challenge qui est la disponibilité des données, parce que pour faire apprendre une machine, c'est pas comme un enfant qui apprend à marcher puis à courir et ça semble naturel, ça se passe en quelques mois. Pour faire apprendre une machine, il faut qu'elle ingurgite énormément de données et c'est de ces données-là qu'elle sort une équation qui peut s'appliquer à des données qu'elle n'a jamais vues. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises en Afrique, le challenge, c'est vraiment comment ces données sont collectées, comment la qualité des données est entretenue, où est-ce qu'elles sont collectées, est-ce que c'est accessible, c'est quoi la source of truth, la source de vérité, parce que si on prend l'exemple du chiffre d'affaires, il peut y avoir plusieurs bases de données qui calculent différemment, donc comment entretenir une certaine gouvernance. Donc ça, aujourd'hui, c'est le challenge qui se pose dans la plupart des entreprises en Afrique avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger. Mais dans ce challenge, il y a une super opportunité pour nous. Quand on regarde le monde de l'intelligence artificielle, les Américains, les Chinois dominent, ça c'est sûr. Mais seulement, les jeux de données qu'ils ont s'appliquent à leur population. Si je prends le domaine médical par exemple, il a été prouvé que même sur des problématiques comme les AVC ou des maladies qui sont pourtant communes, les tuberculoses à toutes les contrées, on se rend compte qu'avec nous Africains, avec nos gènes, avec notre particularité, on a des manifestations différentes, on a des symptômes différents. Donc ça veut dire que même un algorithme d'intelligence artificielle très performant sur le domaine médical en Europe, qui a été entraîné en ne voyant que des patients européens ou américains, ne répondra pas avec le maximum de précision aux problématiques de nos patients à nous. C'est des questions de vie ou de mort. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une énorme opportunité pour des entrepreneurs locaux de pouvoir s'associer à des laboratoires, par exemple, pouvoir entraîner les modèles avec nos données à nous et garder la propriété intellectuelle de ces algorithmes-là, de ces modèles-là. Votre structure, quel est le cœur du métier? Aujourd'hui, Ejara, en fait, c'est une application mobile qui s'appuie sur la blockchain afin de proposer ce que j'appelle la finance du futur, afin de démocratiser l'accès à des investissements, que ce soit des actions fractionnées, par exemple Google, Facebook. Pourquoi aujourd'hui, en tant que Camerounais, je n'aurais pas le droit, comme tout ailleurs, de pouvoir acheter pour 15 000 francs CFA d'actions Facebook parce que j'utilise l'application tout le temps et que je sais que
gagne de la valeur quand les gens l'utilisent. Donc plutôt que d'être consommateur, je deviens actionnaire de cette entreprise. Les crypto-monnaies, attention, c'est pas les scams qui pullulent en Afrique. Déjà, les crypto-monnaies qui existent qu'en Afrique, il faut faire gaffe. Je parle du Bitcoin, qui est la première, qui existe depuis plus de 12 ans, qui est l'actif financier qui avait la plus forte rentabilité sur les 12 ans, avec une croissance à 1 milliard de %. Pensez à ceux qui l'ont acheté à 1 centime, et aujourd'hui on en est à 50 000 dollars le Bitcoin. Donc voilà, donc moi je le vois sous le prisme actif financier, aussi demain des métaux précieux. Hein. C'est possible aujourd'hui, quand on est en Europe, en Asie, aux États-Unis, d'acheter pour 10 000 francs CFA d'or, d'argent, qui sont stockés dans des coffres forts à la Lloyds à Londres ou en Suisse. Donc l'idée en fait d'Idjara, c'était de fédérer tout cela au sein d'une application mobile disponible sur n'importe quel smartphone, et en 2-3 clics avec Mobile Money, on peut avoir tous les actifs à sa disposition. Merci. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que femme noire dans ce domaine? En tant que femme déjà entrepreneur, bon, femme noire, ça se pose au moins quand on est en Afrique, et c'est ça, et je pense que dans les raisons aussi du retour, c'est de dire, pour la première fois depuis 20 ans, quand je marche dans la rue, je suis anonyme. On dit une femme est passée. Quand je marchais dans les rues à Bordeaux, en plus j'ai toujours habité dans des endroits plutôt upscale, c'était toujours la seule habitante noire ou les 3 seuls habitants noirs du quartier. Donc quand tu passes, la femme noire, machin, voilà. Donc déjà retrouver cette anonymité-là, elle est extraordinaire. En tout cas, en tant que femme, entreprendre en Afrique, il y a un problème de légitimité. Dans le domaine technique, il n'y a que des hommes aujourd'hui. Et pourtant, dans les universités, dans les écoles de formation, on voit des femmes, mais j'ai l'impression qu'elles abandonnent très vite, ou alors que la rétention, une fois qu'elles entrent dans leur carrière, ne se fait pas. C'est vrai que c'est des métiers très exigeants, parce qu'il faut être passionné pour progresser. Et passionné, ça veut dire qu'il ne faut pas compter ses heures. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se dire l'équilibre vie privée, vie professionnelle ne sera pas forcément là. Donc voilà. Donc la légitimité, la crédibilité, il faut montrer que on a vraiment les capacités. Et ensuite, en tant qu'entrepreneur, quand on parle du levier finance, au niveau mondial, il faut voir que sur 100 francs de fonds qui sont alloués par les venture capitalistes aux startups, 3 francs vont aux femmes, toutes confondues. Alors, si vous mettez femme noire, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je me suis prêtée à l'exercice qu'on recommande à tout start-upper à un moment donné, de lever des fonds. Je l'ai fait 1 mois et demi, ça m'a saoulée. J'en avais marre de discuter avec des mâles blancs condescendants qui me prenaient de haut, alors que j'estime que en termes d'intelligence, ils sont même pas au niveau, ils ont même pas la capacité des gens que je pourrais embaucher dans mon entreprise. Voilà, donc pour moi ça m'agaçait, et je me suis dit évidemment comment on peut faire une entreprise même technologique en bootstrappant jusqu'au bootstrapper, pour ceux qui comprennent pas ce mot anglais. Voilà, exactement. Ça veut dire en autofinancement jusqu'à un niveau où finalement les résultats parlent d'eux-mêmes, et plutôt que d'être la personne qui va vers les marchés financiers, on est plutôt la personne sur laquelle les marchés financiers essaient de miser tout et pour tout. Donc voilà, donc crédibilité et plutôt accompagnement financier, c'est les deux sujets, 2 challenges majeurs quand on a une femme noire dans ces domaines-là. Aujourd'hui, quelle est votre plus belle réalisation? Écoutez, Ghislaine, je pense que déjà je suis très contente d'avoir pu rénover ces bureaux-ci en plein centre-ville, et je l'ai pas fait pour moi parce qu'aujourd'hui l'heure est au travail en remote. Je voulais offrir un environnement confortable à mes employés, à mes collaborateurs, parce que je pense bien évidemment que quand on est dans un environnement agréable, on est beaucoup plus créatif. Le fait aussi de pouvoir permettre à des jeunes entre le Ghana et le Cameroun de pouvoir gagner leur vie depuis plus d'1 an, d'avoir des salaires réguliers, d'être respectés, de bosser sur des technologies de pointe et sur lesquelles au niveau mondial on s'est fait un nom. Aujourd'hui, quand on collabore avec des personnes en Israël, en Russie, aux États-Unis, en France, et ce qu'on accomplit est reconnu au niveau mondial. Avec mes jeunes, on a eu à participer à des compétitions mondiales et à gagner le 3e prix sur des domaines comme la blockchain. Donc ça montre bien
bien qu'en Afrique, les talents existent, on a d'énormes talents, on a des génies, mais c'est les opportunités qui sont pas distribuées. Donc ma plus grande fierté vraiment, c'est de pouvoir me dire que pendant 1 an, et j'espère pour les 30 prochaines années, j'ai pu accompagner des jeunes à se développer, mais aussi à gagner un salaire à pouvoir. On sait qu'en Afrique, pour une personne qui gagne un salaire, elle peut aider 7 personnes de sa famille. Donc imaginez au niveau d'impact. Donc voilà, pour moi, c'est ça ma plus grande fierté. Que diriez-vous à la petite fille que vous étiez si vous la rencontrez aujourd'hui? Ben, je dirais que qu'elle ne change rien. En fait, je pense que j'ai eu cette énorme chance d'avoir des parents qui m'ont toujours encouragé à suivre mes rêves et surtout la validation de mon père qui m'a toujours dit sky is the limit. Et je pense que pour une jeune fille qui se construit, c'est très important d'avoir cette figure mâle qui lui dit qu'elle a sa place dans cette société, qu'en tant que femme, elle n'est pas moins. Parce que mon père a eu 5 filles, il n'avait pas le choix. Donc il était obligé de nous dire, mes filles, vous valez autant que les garçons, même si on était dans une époque où on lui disait, épouse une deuxième femme, fais des garçons, c'est pas possible. Donc je dirais à la petite fille que je suis, ne t'inquiète pas, stresse un peu moins. Parce qu'énormément, j'ai tendance à toujours me projeter dans le futur, à me dire, le plan A, c'est quoi, le plan B, le plan Z. Ne stresse pas, saisis toutes les opportunités qui vont arriver, suis ton intuition, vraiment suis ton intuition. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a porté jusqu'ici. Donc, en vérité, la petite fille que j'étais, je pense qu'elle a accompli les rêves qui étaient les siens. Parce qu'elle a eu un super accompagnement à la base, et je sais que tout le monde n'est pas logé à cette enseigne-là. Mais par contre, je donnerai un conseil que moi j'ai appris après, c'est choisis bien ton partenaire de vie. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le mari idéal, le mari parfait. Et quand je vois certaines copines qui étaient prédisposées aussi à avoir la carrière ou l'aventure entrepreneuriale que je peux avoir aujourd'hui, mais qui ne l'ont pas eu parce qu'elles ont fait peut-être des choix beaucoup plus imparfaits quand il s'agit du partenaire de vie, je lui dirais, et malheureusement les parents ne le disent pas assez aux jeunes filles, faites attention, le choix majeur que vous pouvez faire dans votre vie, c'est qui vous épousez, qui vous choisissez pour vous accompagner dans ce chemin-là, parce que ça peut vous casser toute une vie. Et malheureusement, j'en ai plein d'exemples patents. C'est un très bon conseil parce que en général, beaucoup de femmes aujourd'hui, encore aujourd'hui malheureusement, ne pensent pas qu'elles peuvent choisir le partenaire. Elles se disent qu'on leur choisit. Tout à fait. Et quel conseil donneriez-vous à ceux qui vous regardent aujourd'hui et qui veulent faire comme vous? Mais je leur dirais que il faut oser. Il faut oser. Il ne faut pas avoir peur du risque. Parce que les Américains aiment dire high risk, high return. Évidemment, il faut pas aller tête baissée, il faut pas il faut un peu de planification, mais très souvent vous savez ce que vous devez faire. Si vous écoutez votre intuition, il faut toujours prendre une décision, pas sur la base de la peur, mais sur la base de ce qui vous fait plaisir, ce qui vous remplit d'énergie. Arrivez à identifier au quotidien quelles activités vous remplissent d'énergie et quelles activités vous aspirent de l'énergie comme un vampire. Et ça, abstraction faite de toute considération financière, géolocalisation et tout, dites-vous déjà qu'est-ce que j'aime faire au quotidien. Parce que quand vous identifiez ce que vous aimez faire, que c'est vraiment votre passion, vous êtes porté par cela. Et même les difficultés, les challenges qui paraissent à d'autres comme insurmontables, vous vous dites de toute façon je n'ai pas le choix. Ça c'est ma mission de vie, je dois l'accomplir. Je vais vous donner un exemple. En novembre, décembre, quand j'ai pris la décision d'arrêter les levées de fonds parce que ça me saoulait, mon associé était très hésitant. Est-ce que tu es sûr? Et j'avais 5 mois de cash devant moi. Et à ce moment, je lui dis, de toute façon, no matter what, ce truc que je suis en train de faire, je vais le faire les 30 prochaines années. Donc je m'en fous. S'il y a une seule personne au monde, une seule personne qui a réussi à construire une entreprise technologique comme ça veut dire que c'est possible. Donc mon mindset n'est pas en train de me dire au secours comment je vais faire, c'est de dire comment cette personne-là a fait, comment je trouve en moi les ressources de réussir, parce que je vais le faire, je vais faire cette aventure jusqu'au bout. Et je pense que c'est souvent ça qui manque aux gens, c'est 1, le risque, prendre le risque, et 2, la résilience. Ce n'est jamais un chemin facile. Quand vous lisez ces belles biographies d'entrepreneurs, de personnes qui ont réussi des choses extraordinaires, pas seulement dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, hein. On peut réussir de très très belles choses, même en travaillant dans une compagnie pour quelqu'un, ou en étant artiste ou sportif.
Et ce qui les caractérise souvent, c'est cette prise de risque et la résilience. Parce que c'est jamais un long fleuve tranquille. On a tendance à raconter l'histoire à l'aune des réussites, mais c'est les échecs finalement qui construisent cette belle histoire et qui la rendent d'autant plus savoureuse quand elle se termine bien. Tout à fait. Mais quand on vous écoute, quelqu'un qui regarde aurait envie de dire, ok, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une prochaine levée de fonds? Ben sûrement, oui, sûrement, mais je vais être en position de choisir. Oui. Et vous voyez, Ghislaine, vous avez dit souvent les femmes n'ont pas conscience qu'elles peuvent choisir. Et ben moi je pense que souvent les entrepreneurs n'ont pas conscience qu'ils peuvent choisir. Tout comme quand on est employé, on n'a pas l'impression qu'on peut choisir l'entreprise ou l'employeur avec lequel on a envie de travailler. Mais quand on se réapproprie ce choix mentalement, tout change. Donc en fait aujourd'hui, oui, une prochaine levée de fonds, bien sûr, mais j'ai réfléchi à ce dont j'avais besoin et je sais que je n'ai pas besoin de ce que j'appelle stupid money, donc d'argent stupide. J'ai pas besoin de personnes qui me balancent des sous et qui partent dormir en attendant que je fasse des miracles. J'ai besoin de partenaires, de personnes qui apportent la valeur ajoutée à cette entreprise, qui sont habitées par la vision que j'ai et qui savent que moi j'ai une vision long terme et pas court-termiste où je lève des fonds pour faire x3 en 2 jours et après. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, je prends mon temps, mais voilà. Merci. Le mot de la fin? La plus basse expectation ever. Je me suis dit, je dois tout désapprendre. Quand je suis arrivée en Europe à 17 ans, j'ai dû m'approprier leur code, leur culture, leurs us et coutumes pour pouvoir entrer dans ces sociétés. En revenant 20 ans plus tard, je dois me réapproprier les codes qui sont miens, rentrer dans ce qu'on appelle mon clan, rentrer dans ce qu'on appelle la vie sociétale ici, comprendre ce qui se passe et apprendre des autres parce qu'on a énormément à apprendre des personnes qui sont restées ici. Et je pense que quand on a cette humilité-là et quand on a ce désir de désapprendre pour réapprendre, c'est là où on peut apporter notre contribution à la construction d'une Afrique meilleure. Merci beaucoup. Merci pour ce partage d'expérience. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Et pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où.